Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? J'ai attendu 2 minutes de plus par rapport à 9 heures. Il est 9h02. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Je ne connais pas le nombre exact des groupes puisque ça a changé. Le nombre d'étudiants par groupe, je veux dire, ça a changé. Il y en a qui viennent, d'autres qui ne viennent pas. Donc, je ne vais pas trop me soucier du nombre de participants. Je vois au compteur qu'il y a 25 connexions. Vous enlevez 2 pour moi, ça fait 23. Je ne sais pas si le groupe B comporte 23 étudiants ou plus, aucune idée. Bref, on va commencer l'exercice numéro 1 en lien avec le chapitre de courbes paramétrées. Nous avons commencé le cours lundi. Vous aurez une autre version du cours lundi prochain, avant la séance de cours de lundi prochain. Tant que je tape, que je prépare, c'est pas évident de faire des cours avec des vecteurs, des dérivées vectorielles, mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Vous aurez le cours lundi prochain, la suite, et ensuite, en amont de chaque séance de cours, vous aurez une nouvelle version. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier exercice où je vais vous donner l'énoncé au tableau blanc, vous allez le voir. Donc, le premier exercice pour ce chapitre, c'est donner les équations paramétriques comme si on était au tableau dans une des salles. De la droite, sans par les points en A, 1, 2 et B, 3, 1. Deuxièmement, du cercle de centre O. Rayon. Vous voyez bien l'écriture, c'est clair, c'est assez large euh, comme écran. C'est pas gênant. Allô, allô? Oui, mais si c'est bon, l'écriture est bonne. Enfin, Et bonne dimension, on voit bien. parfait. Allez, vous avez l'énoncé devant vous. Vous pouvez copier et commencer à travailler les équations paramétriques de deux éléments géométriques qui sont la droite qui passe par les points 1, 2 1 et 3, 1 et le cercle de centre O et de rayon 2. Essayez de réfléchir 5 minutes sur le paramétrage de ces deux éléments géométriques. Comment peut-on introduire un paramètre qui permettrait d'écrire les équations de ces deux éléments, non pas sous la forme y égale f de x, comme vous avez l'habitude de le faire, de manipuler, mais plutôt sous la forme x de t égale quelque chose, y de t égale quelque chose. Dans les deux cas.
Est-ce que quelqu'un a une idée? L'impression. Quelqu'un a une idée? Alors, pour la question numéro 1, vous m'entendez toujours là? Oui. Pour la question numéro A, pour la A, 1A, je vous rappelle qu'il faut commencer par placer un repère XY. Dans ce repère, vous placerez les points d'abscisse 1 et d'ordonnée 2, le point A. Ensuite, le point B, le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 1. Ensuite, vous pouvez relier les points A et B. Ça n'empêche de changer la couleur de mon stylet. Peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes de vue. Je ne vais pas prendre le rouge. Je relie le point A, le point B, pour matérialiser la droite en question. Bien. Comment je peux paramétrer cette droite D? Je vais vous aider un petit peu. Si je vous dis, je considère un mobile M sur la droite, quelqu'un peut me dire quelles sont les coordonnées du point M en général? Coordonnées cartésiennes, on est dans le plan cartésien. M est un point quelconque. Donc comment je le repère, ce point M? Vous n'avez pas envie de participer ce matin? M est un point quelconque qui appartient à la droite D. M a pour coordonnées XY. Quelle relation peut-on établir entre les points A, M et B? Allez, on va y aller en douceur. Quelle relation peut-on établir entre les points A, M et B? Vous avez le droit, sans gêner personne, et je vous encourage à mettre votre micro et à parler. On va essayer de vivre comme si on était en classe de TD. Alors prenez le micro et parlez. Quelle est la relation entre les points A, M et B? Allô, allô? Monsieur, Oui, oui, Christ, allez-y. on peut dire que les droites AM et MB sont collinaires. Bien, on peut dire que les trois points A, M, B sont alignés, puisqu'ils appartiennent à la même droite. En conséquence, les vecteurs AM et MB sont alignés, ou bien encore plus simple, AM et AB. Comme ça, on garde le même point et on aura deux vecteurs, AM et AB, un qui dépend de M, l'autre est un vecteur constant. AB, c'est un vecteur donné. Est-ce que vous avez compris les enfants? Est-ce que vous avez compris que la présence des trois points AMB sur la même droite nous permet de dire que AMB sont alignés et que les vecteurs AM et AB sont collinéaires? On va l'écrire.
Alors, les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Alors, que peut-on dire de deux vecteurs collinéaires à ce moment-là? Là, j'attends. Je vous ai tout préparé, tout introduit. Alors, maintenant, c'est essayer de participer un peu plus. Les vecteurs AM et AB sont collinéaires, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on peut dire AM et AB sont collinéaires, c'est-à-dire est-ce qu'on peut Euh, conclure? Oui, Christin. il existe un facteur commun, non? Exactement, c'est-à-dire qu'il existe un facteur T entre AM et AB, tel que, il existe un paramètre T appartenant au corps des réels R, tel que les vecteurs AM et AB sont proportionnels et le coefficient de proportionnalité c'était M égale T fois AB. M égale à T fois AB. Alors, en conséquence, j'écris le vecteur AM. Le vecteur AM, je le projette maintenant, il a deux composantes, une selon l'axe des X, l'autre selon l'axe des Y. Alors, la composante selon l'axe des X, c'est XM, c'est l'inconnu, c'est X, moins XA. XA, d'après l'énoncé, c'est, je vous rappelle que ici j'ai la valeur 1, 2, 3. Ici j'ai 1, 2. Donc XA, c'est 1. Ensuite, YM, c'est Y moins YA. YA, c'est 2. Égale TAB. Alors, T fois le vecteur AB. Quelles sont les composantes du vecteur AB? Eh bien, c'est XB moins XA. Et d'après les données et d'après ce schéma, XB, c'est 3, moins XA, c'est 1. YB, c'est 1, moins YA, c'est 2. Implique x moins 1, y moins 2 égale t fois 3 moins 1, ça fait 2, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, je peux écrire à ce moment-là que x moins 1 égale 2t et y moins 2 égale moins t. Les équations paramétriques de la droite sont x égale 1 plus 2t. Je fais passer le moins 1 à droite et y égale 2 moins t. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez compris déjà? Posez-vous la question, est-ce que j'ai compris? Si je n'ai pas compris, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Je pose la question au prof. Je vous écoute. Bien. Alors, comment peut-on vérifier? Comment peut-on vérifier que c'est un bon paramétrage? Allez-y. Vous avez compris. Comment je peux vérifier que c'est un bon paramétrage? Avez-vous une idée comment, à partir de ce résultat, je peux me dire, oui, j'ai fait le bon paramétrage. On est bien d'accord, Méric, on vérifie des points. Alors, je vous écoute. Proposez-nous une méthodologie de vérification. Donc là, on est sur un bon point de départ. Vérifier des points. C'est très bien. Alors, allez-y, essayez de participer.
si on regarde là où la droite courbe en abscisse ou en ordonnée. Vérifier des points. Je ne vois pas comment je peux vérifier des points si je regarde de la courbe. Les points, vérifier des points, c'est-à-dire vérifier des points qui sont donnés dans l'énoncé. Peut-être que j'ai mal compris votre intervention, Méric. Reprenez la parole et proposez quelque chose. Alors, Lucas, il nous dit, on remplace x et y par les valeurs du point A ou B et on regarde si les deux équations donnent le même t. C'est une méthode. Julie, vous voulez proposer quelque chose? Oui, bah du coup, ça rejoint ce qu'ils viennent de dire. C'est remplacer du coup x par les coordonnées en b. Donc ça nous donne un t égale 1. Et on voit si en remplaçant dans la seconde équation t égale 1, on retrouve bien y égale 1. Oui, on va le vérifier. Donc, vous rejoignez avec Lucalin, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Rejoignez avec Lucalin. On va dire, allez. Alors, on va dire qu'on va prendre le point B. Si je prends le point B, je sais que l'abscisse du point B, c'est 3. Je remplace x par 3. Qu'est-ce que ça donne au point B? B, j'ai 3 en abscisse et 1 en ordonnée. À ce moment-là, si je remplace x par 3, ça fait 3 égale 1 plus 2t. Prendre le 1, je le mets de ce côté, ça fait à gauche, ça fait 2. Donc ça nous donne 2 égale 2t. Donc t égale 1. Maintenant, si je prends ce t égale 1 et je le remplace dans y, est-ce que je trouve 3? À ce moment-là, je trouve y égale 2 moins 1. Non, est-ce que je trouve 1, pardon. Si je remplace t par 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Et on a bien le même y qu'on avait dans la donnée. Ils sont identiques. Il y a une autre façon aussi de vérifier. Donc ça, c'est une des méthodes. Elle n'est pas l'unique. Il y a une autre façon de vérifier qu'on a fait le bon paramétrage. Mais elle est basée sur une observation géométrique aussi. Prenez ce point M qui est là. Vous voyez le pointeur à l'écran. Vous prenez le point M et vous le déplacez jusqu'au point A. Quelle est la valeur du vecteur AM à ce moment-là, mes petits? Si M est confondu avec A, que peut-on dire du vecteur AM? Le vecteur AM devient le vecteur nul. Donc, si le vecteur AM est nul, à ce moment-là, AM est nul, à ce moment-là, c'est T qui est nul. Si vous prenez cette formule qui est là, vous dites AM égale 0, c'est T qui est 0, et non pas AB qui est égal à 0. Alors, on peut dire que quand le point M est confondu avec A, ça correspond à T égale 0. Prenons les équations paramétriques, là, et je remplace T par 0. Ça fait x égale 1, y égale 2. Est-ce que 1, 2 sont les coordonnées du point A? Oui, 1, 2 sont les coordonnées du point A. À l'opposé, si vous prenez le point M confondu avec B, à ce moment-là, AB égale AB, donc T égale 1. Si vous prenez T égale 1, vous remplacez ici 2 fois 1, 2, 2 plus 1, 3. Et dans celle-là, vous remplacez T par 1, ça fait 2 moins 1, 1. Donc j'obtiens 3, 1 qui sont les coordonnées du point B. Avez-vous compris, s'il vous plaît? Messieurs, dames, avez-vous compris? Monsieur? Oui, je vous écoute. Mais j'attends que ça, qu'on pose des questions. Donc, je Vous sais que pouvez, c'est compliqué. J'essaie de vous donner le maximum de temps de communication. vous pouvez répéter lorsque A est confondu avec B? Bien suivi. Oui, bien sûr. Regardez, Christ, quand A est confondu avec B, non, M est confondu avec B, pas A, pardon.
M est confondu avec B. Si vous prenez cette relation, vous voyez mon pointeur quand je le mets sur la relation, Christ, ou pas? Et tout le monde. Oui, Est-ce oui, qu'il y a un pointeur qui bouge? oui. Oui. Vous remplacez M par B, qu'est-ce que vous obtenez? AB égale TAB. Quelle est la Oui. valeur de T obligatoirement? Pour que AB 1, soit égal à B, T doit être égal à 1. oui. Alors, si je prends T égale 1 maintenant et je descends à cet ensemble des deux relations, vous voyez mon pointeur que je fais bouger? Oui, Pour remplacer T par 1, 2 fois 1, 2, plus 1, 3. On a l'abscisse du point B. Pour remplacer T par 1, 2 moins 1, 1. On a l'ordonnée du point B. Donc, on vérifie bien que en T égale 1, nous retrouvons M confondu avec B par la géométrie et par les calculs. ok. Avez-vous compris, s'il vous plaît? Avez-vous d'autres questions? Les autres, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Allô, allô? Alors, je regarde l'ensemble des participants. Il y en a que j'entends absolument pas participer. Donc, Théo, Thibaut, Simon, Rémi Lachaise, Perra, Alain, Marie, Mathis, Clément. Avez-vous compris, mes petits? Bon, je suppose que oui, si vous ne voulez pas me répondre. Est-ce que vous pouvez passer maintenant à la deuxième partie de l'exercice où vous êtes amené à la deuxième partie de l'exercice où vous êtes amené à paramétrer un cercle de centre haut et de rayon 2. Allez, je vous laisse réfléchir maintenant. C'est extrêmement compliqué pour vous, je le sais, et pour moi aussi, de savoir si vous comprenez ou pas, si je fais bien mon travail ou pas. C'est pas évident. Donc, essayez de participer le maximum et de communiquer. Et puis, voilà, on va s'en sortir. Alors, maintenant que vous avez compris le principe de paramétrage, eh bien, faites la deuxième partie de l'exercice. Donc, commencez par tracer le cercle et imaginez un paramètre qui vous permet de trouver tous les points de ce cercle.
Avez-vous une idée? Une pseudo-solution, un départ de solution, un début? Donc, comme je vous l'avais dit, je vous propose de commencer par passer l'élément géométrique en question. C'était un cercle de centre O et de rayon 2. Donc, vous avez O le centre et le rayon qui est égal à 2. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez comme paramétrage? Le câlin qui essaie d'écrire quelque chose, puis ça ne marche pas. Ça, c'est un point M quelconque du cercle. M tourne tout autour. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas bien... c'est un bon début, Lucas, là, hein. C'est un bon début. Je ne vois pas pourquoi Pythagore, parce que Pythagore, c'est dans un triangle rectangle, et là, nous sommes dans un cercle. Le point M, le mobile, parcourt la circonférence du cercle. Il reste ici, à l'intérieur, enfin, là, sur cette frontière. Donc, je ne vois pas pourquoi on appliquerait Pythagore. Donc, il faut réfléchir en coordonnées peut-être polaires. Et là, je vais vous donner la correction, puisque nous approchons, grâce à cette discussion avec Lucas, et il y a le paramètre qui vous permet de repérer le point M, puisque le rayon est une constante et est égal à 2 tout le temps, n'est autre que l'arc T que fait le rayon avec l'axe des X. Donc T, si j'appelle T l'arc entre OX et OM, T à ce moment-là appartient à l'intervalle 0 de pi, et en conséquence, XM égale à la distance du point M au point O est une donnée de l'énoncé, c'est 2, cos T, et YM égale 2 sinus T. Est-ce que je projette ce point ici? Ça me permet de trouver XM, et si je projette, vous avez des questions. Et de vous faire un schéma propre ici. Donc, le point M est là. Le paramètre T est là. L'abscisse du point M et l'ordonnée du point M. Là, maîtriser le mouvement horizontal. YM. Voilà. Et à ce moment-là, nous obtenons les deux relations. XM égale 2 cos T, YM égale 2 sin T. Alors, je tourne ma tête et je vois une remarque de Lucas. En soi, T peut dépasser 2π. Juste, on va repartir sur un tour. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc, T appartient à 0,2π modulo 2kπ. C'est-à-dire que c'est à 2kπ près, à 2π près. Chaque fois, on peut faire des tours et des tours autant qu'on veut. Et la base, c'est 0,2π avec des bornes fermées.
t égale à 0, eh bien, nous retrouvons cos 0 égale 1, sin 0 égale 0. Nous retrouvons le point qui est là, hein, de départ, qui est là. Et quand t égale pi sur 2, nous retrouvons celui-là, et ainsi de suite. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que Julie et puis les autres, est-ce que ça veut dire que vous avez compris? De ne pas avoir de questions, c'est avoir un côté positif et on a un négatif. Bien. Okay. Bon. Est-ce que les autres, vous avez des questions? Okay. Alors maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Alors, on considère la courbe C définie par les équations paramétriques x de t égale, alors maintenant, l'approche est différente, c'est moi qui vous donne le paramétrage. X de t égale sinus 3t, et y de t égale sinus étudier et tracer cette courbe. Donc voilà l'énoncé. Vous avez bien compris que je ne donne pas un exercice infaisable et que la solution de cet exercice est en lien avec le cours qu'on a fait lundi ensemble. Donc vous avez l'entrée, x de t sinus de t, et ce que je vous demande, c'est la forme de la courbe. Donc c'est l'inverse de l'exercice précédent où je vous donnais les courbes et je vous demandais le paramétrage. Ici, le paramétrage est donné et je vous demande d'appliquer la recette que je vous ai donnée dans le cours. C'est-à-dire, je vous la rappelle, déterminer le domaine de définition commun à x de t, y de t, déterminer les symétries et les parités sur le domaine de définition, réduire le domaine de définition. Sur le dernier domaine de définition en question, vous allez étudier le sens de variation, les points singuliers, l'orientation des tangentes et ensuite tracer la courbe. Alors c'est facile à dire, je sais, je viens de d'énumérer tout ça en 2 minutes à peine, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc, mais il faut commencer par quelque chose. Allons-y. Vous prenez votre recette, vous prenez un brouillon, comme si vous étiez avec moi en TD en salle, et puis vous essayez d'appliquer les étapes que je viens d'énumérer. Oui, x de t et y de t sont bien en sinus. Ce qui change entre x de t et y de t, c'est l'arc. Sinus, pour x de t, l'arc, c'est 3t, et pour y de t, l'arc est 4t. 4t ici et 3t ici.
Avez-vous une idée par où on peut commencer? Donc, je vous demande déjà, comme je l'ai dit, de commencer par le domaine de définition commun à x de t et y de t. Je vais vous guider étape par étape. Alors, concentrons-nous sur la première étape, c'est le domaine de définition commun à x de t et y de t. Comment peut-on commencer? Alors, Kylian, je n'ai pas bien compris votre question. Il faut faire une représentation paramétrique, c'est la question globale. Est-ce que votre question est en lien avec le domaine de définition ou l'objectif global de l'exercice? Quelqu'un a une idée comment on peut trouver le domaine de définition commun à x de t et y de t? Bon. Alors, regardez. On va commencer. Domaine de définition commun à x de t, y de t. DF, domaine de définition commun à x de t, y de t. Si vous prenez la forme de x de t et de y de t, vous apercevez que les deux sont des sinusoïdes, comme l'a signalé tout à l'heure Guy, et particulièrement ce sont des sinus toutes les deux. Si vous remplacez, alors avant de remplacer, est-ce que vous êtes en mesure de calculer x de t et y de t, quelle que soit la valeur de t appartenant à R? Première étape, si je dis t appartient au corps des réels R, est-ce que je suis en mesure de calculer x de t, y de t? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Alors, pourquoi non? Vous pouvez prendre le micro, hein, c'est pas interdit. Si t appartient à R, est-ce que je suis en mesure de calculer x de t et y de t? Je vous rappelle que sinus d'un arc, la représentation de la fonction sinus arc, elle est de ce style. Sinus 0 égale 0, donc c'est comme ça.
Les sinus se trouvent entre -1 et 1 tout le temps. Et la fonction sinus est périodique de période de pi. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça, les petits? C'est 0 ici, 2pi, 4pi, ainsi de suite. Est-ce que vous vous souvenez que la fonction sinus est une fonction qui se situe entre -1 et 1 en y, et en x, l'arc peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Donc, pour répondre à ma question, est-ce que t appartient à R au départ? Oui, t appartient à R et je peux calculer sinus t, et en particulier sinus 3t ou sinus 4t, quel que soit t appartenant au corps des réels R. Donc, quel que soit t appartenant à R, sinus 3t et sinus 4t existent. Sinus 3t, sinus 4t existent. Donc, le premier domaine de définition implique le premier domaine de définition D0F est égal à R. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris que je peux étudier cette courbe sur tout le corps des réels R correspondant à la variable t? Je vous écoute, s'il vous plaît. Pas la peine d'aller plus loin si vous n'avez pas compris que je peux calculer sinus 3t et sinus 4t, quel que soit t appartenant à R. Les autres, Louise a répondu. Les autres, est-ce que vous avez compris? Ok. Bien. Ensuite, la deuxième étape, je vais essayer de réduire, parce que étudier sur R, sinus 3t, sinus 4t, ça va être très très compliqué, très fastidieux. Je vais essayer de réduire R à un domaine plus petit. Alors, la première étape, et puis la première idée qui me vient tout naturellement, à vous aussi, vous n'aurez pas de difficulté à l'appliquer, c'est de remplacer t par t plus 2pi. C'est-à-dire, à chaque fois que j'augmente t de 2pi, est-ce que les variables, ou est-ce que les fonctions x de t et y de t ont une propriété particulière? On va voir. Alors, je commence par x de t plus 2pi et y de t plus 2pi. Qu'est-ce que j'obtiens? X de t plus 2pi, d'après la définition, c'est sinus 3 de t plus 2pi égale sinus 3t plus 6pi. Or, 6pi, c'est 3 fois 2pi, c'est-à-dire 3 tours entiers. 3 tours plus 3t, une fois que j'ai fait 3 tours, comme si j'ai rien fait, je retrouve le même point. Donc ça, c'est égal à sinus 3t. Même ici, sinus 4t plus 2pi égale sinus 4t plus pi. Et 8pi, c'est 4 tours. Sinus 4t. Alors, qu'est-ce que vous déduisez, s'il vous plaît?
Je déduis de ce calcul que x de t plus 2pi égale à de t. Et y de t plus 2pi égale à y de t. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Ok. Donc, le domaine de définition, est-ce que je peux le réduire maintenant? Puisque je m'aperçois que chaque fois que j'augmente de 2pi, je retrouve les mêmes valeurs. Alors, je peux dire que le domaine de définition peut être réduit D1F, nouveau domaine de définition, peut être réduit à un domaine de définition de longueur de pi. Ou moins pi plus pi. Et moi, je préfère ce format. Pourquoi je préfère ce format? Parce que, un peu plus loin dans l'exercice, si je veux étudier la parité, comme on l'a vu en cours, j'aurai dans mon domaine de définition une partie négative et une partie positive. Donc je peux étudier, me poser la question si la fonction est paire ou impaire. Pour l'instant, mon domaine de définition, c'est moins pi plus pi. Vous avez eu le temps de noter? J'espère que oui. Il n'y a que Louise qui répond. Bon. Le câlin. Ok. Yes. Très bien. Ensuite, vous avez compris que j'étais dans R et j'ai réduit, j'étais sur tout R. R. Ensuite, j'ai réduit à moins pi plus pi. Alors, c'est D indice 0F, D indice 01, D indice 1 FI, c'est-à-dire que c'est le premier domaine de définition. Je pars de l'état 0, j'ai réduit à l'état 1 et je vais continuer. DF sans indice, ça veut dire domaine de définition de la fonction f, domaine de f. Domaine, D comme domaine et F comme fonction. Le domaine de la fonction F. 0, c'est l'indice. L'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. Donc, le D0F était celui-là. Le D1F, on l'a réduit à celui-là. À votre avis, est-ce que je peux encore réduire ce domaine de définition commun à x de t et y de t? Je répète. Commun à x de t et y de t. Je pense que oui, on peut réduire. Alors, regardez, si je remplace t par t plus pi, donc si je suis ici, hop, j'ajoute un pi, t et t plus pi. Ça c'est pour le paramètre t. Quelle est la conséquence sur x de t et y de t? Je calcule x de t plus pi et y de t plus pi. Je remplace dans l'expression de x t par t plus pi. Et sinus 3, parenthèse, t plus pi. Et en bas, sinus, parenthèse, 4, t plus
plus pi. L'une, vous avez remarqué que l'une est impaire, l'autre paire. Je distribue le 3, ça fait sinus 3t plus 3pi. Alors, c'est 3pi. Et en fait, c'est pi, mais bon, il vaut mieux que je reparte sur 3. Et en bas, c'est sinus 4t. La deuxième est facile, 4pi, ça fait 2 tours. Donc, je retrouve le même arc. Sinus 4t. En haut, c'est sinus 3t plus pi. Sinus 3t. Puisque 3t, 3pi, c'est 2pi plus 1pi. 2pi, c'est un tour, et pi, c'est... Donc ça disparaît, il reste le pi uniquement, n'est autre que la moitié d'un tour. Or, 3t plus pi, sinus de pi plus alpha. Comment vous pouvez relier sinus de pi plus alpha à sinus alpha, c'est-à-dire à sinus 3t? Regardez, je vous rappelle le cercle trigonométrique. Si vous avez un arc alpha quelconque, le sinus alpha est là. Alpha plus pi, le diamétralement opposé. Sinus alpha plus pi est négatif, mais identique en valeur absolue à sinus alpha. Donc, sinus de pi plus 3t n'est autre que moins sinus 3t. Alors, je peux déduire d'après ces calculs que x de t plus pi x de t plus pi égale à moins x de t, d'après cette formule, moins x de t, et y de t plus pi égale à y de t, d'après ce résultat. Y de t plus pi est égal à y de t, d'après ce résultat. En conséquence, je m'aperçois que si je remplace t par t plus pi, les y restent identiques, mais les x sont opposés. Pour essayer de comprendre l'impact géométrique de ce résultat, je me fais un petit croquis. Je me dis, pour deux valeurs de t séparées de pi, j'obtiens 2 points. Ces 2 points, comment ils sont? Ils ont les mêmes ordonnées et des abscisses opposées. Donc ça, c'est x de t. C'est x de t plus pi. Vous voyez bien qu'il y a un signe moins entre les deux. Et ça, c'est y de t plus pi. Ça, c'est y de t. Donc, les 2 points, de point de vue géométrique, ils sont comment? D'après ce croquis que je viens de faire, nous obtenons 2 points qui ont les mêmes ordonnées et des abscisses opposées. Que peut-on dire à propos de ces 2 points de point de vue géométrique? Les 2 points m de t.
et m de t plus pi m de t et m de t plus pi sont m de t et m de t plus pi sont symétriques par rapport à O. Donc, OY est un axe de symétrie de la courbe représentative C. La courbe représentative C. Est-ce que je peux réduire, après cette étude, le domaine de définition? Encore, puisqu'on obtient une symétrie. Est-ce que c'est la peine d'étudier sur moins pi plus pi? Est-ce que je suis obligé d'étudier sur moins pi plus pi? Je vous rappelle qu'on est parti de R, on est descendu à 2pi. Maintenant, on peut prendre la moitié, donc le D de F, grâce à cette symétrie, je peux réduire mon DF moitié. Donc, le D2F devient 0 pi ou moins pi sur 2 plus pi sur 2. Vous arrivez à me suivre, les petits? Allô, allô? Pas un bruit, pas une réponse, c'est compliqué. Ok, donc, à nouveau un schéma. R, pi, moins pi plus pi. Maintenant, moins pi sur 2, plus pi sur 2. C'est le D2F. Bien. Avez-vous compris? Et ensuite, je vois bien que mon domaine de définition se réduit petit à petit et j'ai la chance d'avoir une partie négative, une partie positive. Donc, pour l'instant, je répète ce qu'on a obtenu. On sait que la courbe est périodique de période de pi. On est passé de R à moins pi plus pi. Ensuite, qu'elle admet une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on est passé de moins pi plus pi à moins pi sur 2 plus pi sur 2. Je vais m'intéresser, pour finir, la recherche du dernier domaine de définition. Je vais m'intéresser à... je vais venir m'intéresser à la parité
de la fonction. Alors, je vous rappelle qu'on a eu l'occasion ensemble d'étudier ensemble la parité au moment du cours, donc lundi dernier, où j'ai rappelé les définitions d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Si vous n'avez pas eu le temps de réviser, je vous invite à reprendre le cours qu'on a eu ensemble lundi dernier. Alors, ce n'est pas noté dans le manuscrit, mais je l'ai dit oralement. Donc, pour ceux qui ont participé, ils ont pu avoir un rappel des définitions d'une fonction paire ou une fonction impaire. Alors, pour le domaine de définition auquel on a abouti jusque-là, c'est d de f entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Je remarque qu'il y a une partie positive, une partie négative. Donc, je vais étudier la parité. Je remplace t par moins t. Et je calcule à ce moment-là x de moins t et y de moins t. Égal. D'après la définition, c'est sinus, je remplace t par moins t, ça fait moins 3t. Et ici, d'après la définition de l'énoncé, sinus moins 4t. Égal. À votre avis, est-ce que sinus est une fonction paire ou impaire? Sinus est une fonction impaire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre? Hein? Alors, si vous ne vous souvenez pas, vous n'avez qu'à dessiner, faire un petit schéma du cercle trigonométrique et vous prenez deux arcs opposés, t et moins t. Ah, ça commence à m'énerver, ça. Alors, si vous prenez deux arcs opposés, t et moins t. Si vous avez oublié, vous faites comme moi, un petit schéma, t et moins t. Sinus t, c'est cette distance. Sinus moins t, c'est cette distance. Alors, ils sont comment? Les deux distances sont égales ou opposées? Opposées. Donc, sinus de moins t égale à moins sinus t. Dans ce cas, sinus t est impair. D'accord? Donc, sinus de moins, ça c'était un rappel. Sinus de moins 3t, ça fait moins sinus 3t. Et sinus de moins 4t, c'est moins sinus Donc, d'après ce calcul, x de moins t est égal à moins x de t, moins x de t, et y de moins t est égal à moins y de t. Conséquence géométrique, si je place un petit repère pour comprendre les résultats de mon calcul, si je prends deux points qui correspondent à t et à moins t, alors ça c'est le point
m de t. Les coordonnées sont x de t, y de t. Alors, x de t, y de t sont connus. Je prends leur opposé, moins x de t, il est là. Moins y de t, il est là. Je cherche l'intersection. Et ça, c'est le point M qui correspond à moins t. Pourquoi? Parce que M de moins t a pour coordonnée x de moins t, y de moins t. D'après cette relation, c'est l'opposé de x et l'opposé de y. Géométriquement, que peut-on dire des deux points M de t et M de moins t? Je fais tout au tableau devant vous, les calculs et la représentation. Et je vous demande de déduire une conclusion. Que peut-on dire des points M de t et M de moins t? Peut-on dire des points M de t et M de moins t de point de vue géométrique? Est-ce qu'ils sont symétriques par rapport à l'axe des x? Non. Est-ce qu'ils sont symétriques par rapport à l'axe des y? Non. Ils sont symétriques par rapport à un point particulier, lequel? Donc, on peut dire que ils sont symétriques par rapport à O00. Rémi nous dit ça, on est bien d'accord. M de t et M de moins t sont symétriques par rapport à O00. Voilà. Bien. Comment je peux maintenant synthétiser les résultats? Nous sommes partis de R. Nous avons réussi à descendre à moins pi plus pi. Ensuite, moins pi sur 2 plus pi sur 2. Et maintenant, par parité, comme j'étais à moins pi sur 2 plus pi sur 2, que j'avais moins t et plus t ici, et que je sais que j'ai une symétrie par rapport à O00, j'ai plus besoin d'étudier sur moins pi sur 2 plus pi sur 2. Je fais uniquement 0 pi sur 2. Ça, c'était D0F. Ça, c'était D1F. Ça, c'était D2F. Et ça, c'est D indice 3F. Et c'est lui, the winner. Donc, le domaine de définition, c'est 0. Voilà, mes petits. Donc, le TD, pour moi, devrait s'arrêter ici en vous donnant des consignes de travail pour la semaine prochaine. Maintenant que vous avez le domaine de définition, je vous demande, je ne vous invite pas, c'est une demande obligatoire, d'utiliser ce domaine de définition comme support de l'étude du tableau de signes des dérivés, c'est-à-dire le tableau de variation de x de t et de y de t simultanément. Donc, vous prenez x de t qui est donné, y de t donné, vous les dérivez, vous étudiez le signe de la dérivée de chaque fonction sur 0 pi sur 2, et à partir du signe de la dérivée, vous avez le sens de variation. Ensuite, les tangentes et les symétries, on les étudiera ensemble. Tout ce que je vous demande pour la semaine prochaine, c'est l'étude des dérivées
et de dresser le tableau de variation. Voilà. J'ai deux questions. La première, avez-vous compris ma demande? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. La plupart répondent oui. Deuxième question, est-ce que vous avez compris la réduction du domaine de définition et ce qu'on a fait aujourd'hui? Ok, parfait. Bon, je vous souhaite une belle journée. On s'arrête ici. Et à la